Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. L'ancien Premier ministre et ancien ministre de la Défense Soumaïlou Boubèye Maïga et ancienne ministre de l'Économie et de Finances Madame Boaré Fili Sissoko ont été placés sous mandat de dépôt ce jeudi par le procureur général près de la Cour suprême du Mali. Ils sont cités dans l'affaire dite achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires acquis entre 2014 et 2016. Quelle analyse de ces arrestations? À quoi faut-il s'attendre? Le grand dialogue de Studio Tamani invite ce soir 3 invités. Mohamed Mamata Touré, président de l'association Anko Mali. Boubacar Bokoum, spécialiste des questions de défense et de sécurité. Dr Mahamadou Konaté, directeur général du Conseil d'Anko pour la gouvernance et la sécurité au téléphone. Je suis Imran Akilo Amega, invité auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Ce débat sera animé en 2 parties. Dans la première partie, nous allons parler de ces arrestations et la seconde partie, nous allons parler nous aurons l'occasion de parler bien sûr du rapport de Amnesty International sur la provenance des armes utilisées au Sahel. Le grand dialogue. Le procureur général de la Cour suprême, Mamoudou Timbo, place Soumaïlou Boubèye Maïga et Madame Boaré Fili Sissoko sous mandat de dépôt. Boubacar Bokoum, quelle analyse déjà faites-vous de ces arrestations? Écoutez, à chaud comme ça, ce que nous pouvons retenir, c'est que nous pouvons constater dans l'analyse que cette arrestation fait suite à une sortie de Soumaïlou Boubèye Maïga sur une des chaînes maliennes en disant qu'il avait été blanchi et que l'affaire avait été classée. Et ce qui nous surprend aujourd'hui, c'est que dans la foulée, on voit une interpellation d'une telle nature et une mise sous mandat de dépôt dans l'euphorie de dire que les concitoyens ont réagi à cette attitude et ont dû penser peut-être que la transition n'était pas prête à faire bouger ce dossier. Et si c'est cela qui motive la justice, je dis que c'est inquiétant. Maintenant, de l'autre côté, s'il s'agit de mettre en place une machine de bonne gouvernance pour aller dans la lutte contre la corruption, aller contre la gabégie, oui, on s'inscrit bien dans cette dynamique de la lutte. Mais faudrait-il comprendre que cette machine qu'on doit mettre en place, une machine judiciaire qui doit pouvoir juger, n'est pas forcément une machine qui cible des personnes et qui s'arrête à une période définie. Donc il faut maintenant mettre en place des bons mécanismes de bonne gouvernance. C'est-à-dire distribuer cette justice ne veut pas dire aussi aller à l'abus de la justice. Comme vous dites, ces arrestations sont inquiétantes. En quoi ces arrestations sont-elles inquiétantes? Mais c'est inquiétant parce que c'est à la suite d'une sortie de Soumaïlou Boubèye Maïga. Si il s'était avéré que la justice suivait son cours et que le processus entamé était en train de rouler comme cela se devrait, ce n'est pas par Soumaïlou qu'on allait commencer. On allait commencer par d'autres choses parce que je pense que dans ces affaires de détournement, Soumaïlou Boubèye Maïga n'est pas le seul qui est cité. Il y en a beaucoup. Donc je pense que l'instruction judiciaire devrait être en train de suivre son cours et les interpellations et les différentes arrestations allaient avoir lieu. Mais ce qui est surprenant dans cette histoire, c'est que pendant longtemps, nous avons cru que cette affaire était éteinte. Et Boubèye est sorti pour nous dire qu'en ce qui le concerne, l'affaire est éteinte. Et quelques jours après, ça rebondit. Donc il y a un souci quand même. Est-ce que cette justice, elle est indépendante? Est-ce qu'elle est instrumentalisée? Est-ce qu'elle est politisée? On se pose des questions. Est-ce que la justice ne suivait pas ces enquêtes-là, comme dit beaucoup? Bon, ça me surprend parce que du fait que depuis un bon moment, on n'entend plus parler de ce dossier à part les réseaux sociaux ou bien sur certaines antennes de radio ou de télévision. Bon, c'est inquiétant de voir ce qui se passe aujourd'hui parce que si c'est une sortie de Boubèye qui fait que Boubèye est aux arrêts aujourd'hui, je dirais vraiment, moi je me pose la question pour savoir réellement l'indépendance dite qu'on dit de cette justice. Et vous savez, il y a une chose... Donc pour vous, ces arrestations ne doivent pas avoir lieu? Bon, ça doit avoir lieu, mais est-ce que le moment est bien choisi pour le faire? Est-ce que c'est à travers une sortie médiatique de Boubèye pour dire qu'il est blanchi qui doit les pousser à faire cette arrestation? Sinon,
ils nous ont fait traîner pendant un bon bout de temps. On nous a toujours dit que seule la haute cour de justice pouvait se saisir de ce dossier. Mais est-ce que ces arrestations, ce n'est pas pour aller jusqu'au fond, pour avoir des éclaircissements par rapport à ces équipements militaires? Si c'est pour avoir des éclaircissements, je crois que ça aussi, il devrait nous dire ça il y a très longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui qu'une Cour suprême va s'autosaisir pour interpeller Boubé et le mettre aux arrêts. Donc s'il y avait déjà cette Cour qui était là, cette Cour aurait dû arrêter tout ce qui était là. Donc on aurait même mettre la haute Cour de justice de côté et puis continuer avec la Cour suprême. Mahamadou Konaté, est-ce que vous partagez ces analyses sur ces arrestations des ex-ministres de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta? Oui, je partage en partie ces inquiétudes. Mais j'ai beaucoup plus de questions que de réponses à ce stade parce que je ne connais pas les détails du fond du dossier. Alors, ce sont des appréciations d'original que je vais partager avec vous. Et vous savez, la sortie de Soumaïlou Boubèye Maïga, si elle a quelque chose à voir avec l'accélération de l'enquête que le procureur nous dit être en cours depuis longtemps, ça voudrait dire plusieurs choses. Ça voudrait dire peut-être que ces informations données par Boubèye Maïga sont de nature, aux yeux du procureur général, à mettre en danger la poursuite sereine des enquêtes en cours. Ça peut être aussi qu'en ce moment-là, l'enquête venait à bout des éléments d'appréciation et qui ont fait que le juge a jugé qu'il y avait des indices assez sérieux pour convoquer Soumaïlou Boubèye Maïga, l'entendre et puis le mettre sous mandat de dépôt. Donc vous voyez, il y a beaucoup de si, il y a beaucoup de questions parce qu'en matière de justice, il faut faire très attention et ne pas donner des appréciations définitives quand on ne possède pas tous les éléments. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que cette mise sous mandat de dépôt ne doit pas être interprétée définitivement comme une réponse simple à la sortie du boulet de toujours. Par rapport à vos questionnements, cette affaire du dossier d'État achat de l'avion présidentiel avait été classée sans suite le 23 novembre 2018 par l'ancien procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune 3 de Bamako, Mahamadou B. Diawara. Qu'est-ce qui serait passé entre-temps pour que le dossier soit rouvert? Des éléments nouveaux. Notre code pénal est très clair sur la procédure. Donc, ce n'est pas parce qu'un dossier a été classé sans suite que c'est définitivement terminé. S'il y a des nouveaux indices ou des éléments nouveaux susceptibles d'orienter vers la culpabilité de l'intéressé, eh bien, le procureur est fondé à rouvrir le dossier. Aussi simple que ça. Boubacar Bokoum, est-ce qu'il y a des éléments... Et pour terminer, s'il vous plaît, rapidement, et je ne suis pas sûr qui a vraiment mis Boubèye Maïga sous mandat de dépôt. Est-ce que c'est le procureur général ou est-ce que c'est le président d'une des chambres de la Cour suprême? Donc tout ça, c'est des détails qu'il faut avoir. Parce que ça peut être le procureur général, comme ça peut être aussi le président d'une des chambres de la chambre d'accusation, par exemple. Voilà, par exemple, la Cour suprême. Est-ce qu'il y a des éléments nouveaux pour permettre à ce que Soumaïlou Boubèye Maïga et l'ancien ministre de Finances, Mme Boaré Fili Sissoko, soient placés sous mandat de dépôt? Non, ça m'étonnerait qu'il y ait des éléments nouveaux. Sachez que de toutes les façons, la justice peut toujours interpeller. Il n'y a pas de problème. Nous, on n'est pas en train de traiter la question sous l'angle juridique. Nous parlons d'une analyse qui ne tienne pas la route par rapport à une cohérence dans la démarche. C'est de ça que nous parlons. Maintenant, pourquoi ils sont condamnés, pourquoi ils vont être jugés, pourquoi ils vont être arrêtés, je pense que ça, c'est des questions juridiques. Les aspects dont ils parlent, ça, c'est les procédures. Nous, on n'est pas dans les procédures. On ne dit pas que c'est le procureur, on ne dit pas que c'est le juge ou X ou Y qui l'interpelle pour telle ou telle chose. Nous, notre problème n'est pas là. Nous savons pertinemment bien qu'il y a eu des détournements. Il y a eu des choses qui se sont passées dans ce pays et il faut que justice soit faite.
Ça, nous en sommes conscients. Mais nous disons juste que ça nous amène à douter de la sincérité de la démarche. Dès lors que, pendant tout ce temps, nous n'avons pas eu de communication, pourquoi c'est subitement, maintenant, qu'on passe pour faire un flash spécial pour dénoncer une attitude et dire que l'affaire n'est pas éteinte? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu communiquer aux Maliens dès lors que nous avons entendu le Premier ministre, même lui au niveau du CNT, qui disait que cette affaire était une affaire plus ou moins dans le cadre qui est couvert du sceau du secret de défense? Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Mais nous n'en savons rien. C'est à eux de nous expliquer qu'est-ce qui se passe. S'il y a des éléments nouveaux, au lieu de dire que c'est la procédure qui avait continué et qui continue et qui avait démarré il y a très longtemps. Est-ce que ce n'est pas la réponse déjà à vos inquiétudes? Pourquoi ils attendaient tout ce temps-là pour commencer aujourd'hui? Mais justement, c'est ce qui nous inquiète. Parce que combien de fois Bobé a été interpellé? Nous, on n'analyse pas dans ce cas. Mais ce cas est inquiétant parce que le timing pose problème. La façon de faire pose problème. Nous ne rentrons pas dans le dossier. Ils ont leurs avocats qui vont nous dire est-ce que la procédure elle est normale, est-ce qu'il faut annuler tout ça. Ça, c'est le rôle de la justice et des avocats. Mais nous disons que dans la communication, nous avons un gros souci, nous avons une grande inquiétude par rapport à la bonne distribution de la justice chez nous. C'est ça le problème. Quand quelqu'un sort parce qu'il est accusé, on aurait dû peut-être l'interpeller pour le dire vous arrêtez de spéculer sur tel dossier, ou on l'interpelle pour le dire que le dossier n'est pas éteint et que vous devez garder profil bas. Tout ça, c'est faisable. Mais quand on le met sous mandat de dépôt, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc là, c'est inquiétant. Selon l'avocat de Soumeïlou Boubèye Maïga, Kassoum Tapo, la Cour suprême n'est pas compétente pour juger un ancien Premier ministre, un ancien ministre. Est-ce que c'est une violation? Bon, si vous voyez que son avocat dit que la Cour suprême n'est pas habilitée à le faire, c'est qu'il veut dire que c'est une violation. Donc on nous fait sortir, je ne sais pas, quelque chose de 1980 que le procureur a fait sortir. Donc je ne sais pas ce que ce décret de 1980 vient faire sur la table en 2021. Bon, si c'est la loi que ça soit appliqué aussi. Mais en ce que moi je sache, je dirais tout simplement la façon dont la justice malienne est en train d'aller, ou bien la façon dont la justice malienne marche, nous disons oui au droit, mais non à une justice sélective, mais une justice équitable. Est-ce qu'il y a une idée derrière ces arrestations-là? Bon, vous savez, il peut y avoir tout derrière ces arrestations. Il se peut que d'autres vont interpréter ça de manière politique, d'autres vont traiter ça d'une autre manière. Donc, ce que nous pouvons faire maintenant ou dire, nous allons nous attendre à ce que les avocats de Boubèye vont dire, ou bien à ce que la justice même va nous dire. Nous allons écouter le secrétaire général du parti de Soumeïlou Boubèye Maïga, ASMA CFP, Issa Adjara, joint par Mohamed Touré sur cette affaire d'arrestation. Pas d'abord quelle est l'accusation, parce que si c'est sur la base de ce qu'on appelle l'affaire des équipements, comme l'a si bien précisé son conseil d'avocat, on ne peut pas le poursuivre comme ça, parce qu'il l'a fait quand il était ministre. Mais de toute façon, nous sommes prêts et nous ne resterons pas les mains croisées. Les événements du 18 août sont arrivés par les injustices qui ont été faites au niveau de la Cour constitutionnelle. Le même phénomène reprend toujours par la Cour suprême, mais nous ne le laisserons pas faire. Nous ne pensons pas que le Mali croit sera fait sur la base d'acharnement, du règlement de comptes, formation politique. Règlement de compte entre qui et qui? Ils se connaissent, ils m'entendent, ils savent. Ceux qui ont des règlements de compte à le faire le savent bien et on verra bien. Mahamadou, que pensez-vous de cette réaction de M. Diarra? Mais c'est tout à fait légitime, hein, ce que M. Diarra a dit. Il fait confiance à son président et son droit de défendre l'honneur de son président. Maintenant, moi, je voudrais réagir sur ce que mes prédécesseurs ont dit. Tout ce que j'ai dit à l'entame de mes propos, c'est des questionnements que j'ai soulevés, des questions que j'ai soulevées, hein, pour faire simple. Et je n'ai pas dit que c'était pas inquiétant. J'ai dit que, je ne pense pas dire que j'ai partagé une partie des inquiétudes. Maintenant, c'est que je ne sais pas. Est-ce que Soumeïlou avait déjà reçu des mises en garde de la part de la justice par rapport à ce dossier? Moi, je ne le sais pas. Est-ce que c'était ces mises en garde? Selon Soumeïlou lui-même, il avait été placé sous mandat de dépôt. Il a fait 2 jours en prison à Paris. Oui, mais monsieur,
nous n'avons que la version de Soumaïla Maïga. Ça, c'est sa version. Nous, on n'a pas la version du procureur sur ces détails-là. On ne l'a pas. Donc, moi, je me dis qu'ils doivent avoir une raison. Il faut bien sûr qu'on les interroge là-dessus. Et les avocats de Soumaïla sont là pour le faire. Mais aussi, la société peut poser des questions. On peut demander à être informé de certains détails pour être rassuré que la justice est en train d'être menée de manière objective. C'est notre droit. Donc, à ce moment-là, on verra si le procureur a des éléments d'information à nous donner pour justifier le fait que cette mise sous mandat de dépôt a été presque concomitante à ces allégations de Soumaïla Maïga. Voilà. Maintenant, pour revenir au fond de la question qui est est-ce que la Cour suprême est habilitée à juger un ancien ministre pour des faits qui lui sont reprochés lorsqu'il était en fonction. En l'état actuel des dispositifs juridiques, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais ce n'est pas totalement une cause perdue. Si les autorités de la transition y tiennent, je pense que le fait qu'ils ont voté une charte de la Constitution, enfin, les chartes de la transition, qui prétendument complète la Constitution de 92 ou en cas de contradiction à la pression sur elle, position que je n'ai jamais supportée, que je n'ai jamais soutenue, position que j'ai toujours dénoncée, mais malheureusement on est dans ça. Dans ce moment-là, ils peuvent saisir le CNT qui va juste réviser la charte de la transition, créer un organe législatif qui va tenir lieu, enfin un organe juridique qui va tenir lieu de haute cour de justice au niveau du CNT et pour que le dossier soit diligenté en instant de jugement. Donc ça, c'est les conséquences, malheureusement, avec lesquelles il faut vivre maintenant, du moment où la plupart des praticiens du droit maliens ont laissé passer cette incongruité, cette incohérence, cette déconvenue juridique. Le fait qu'on a aujourd'hui deux constitutions au Mali et que celle qui a la pression soit celle qui est le niveau de légitimité le plus bas. C'est une aberration juridique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et ça a des conséquences. On verra avec le temps la direction que tout cela va prendre. Mais je pense que jusqu'à l'instant du jugement, on peut suivre l'évolution du dossier, mais au moment du jugement, je ne pense pas. Et il n'y a aucun fondement juridique que je sache qui puisse fonder la Cour suprême à juger Soumaïla Maïga. Alors, selon le procureur général, on ne peut pas rester dans l'attentisme, sinon les faits seront prescrits. Au bout de 10 ans, on ne peut plus poursuivre qui que ce soit. Est-ce le cas? Non, je pense que Maître Kassoum Tapo a battu tout ça en brèche. Donc, nous, on n'est pas dans le débat juridique, on est dans le débat de la forme, de ce qui se passe par rapport à cette justice. L'architecture dont il vient de parler tout à l'heure, qui consiste à consulter le CNT et à constituer une haute cour de justice, oui, techniquement, c'est un bricolage qu'on peut faire. Mais est-ce que cela va avoir de la légitimité? Est-ce que cela va nous rassurer par rapport à la bonne distribution de la justice? Est-ce que cela va nous rassurer que ce CNT qui va décider que ces gens soient jugés, est-ce qu'ils sont dans l'impartialité? Donc ça, c'est des questionnements. Donc si nous voulons... Lassement parle tout à l'heure, dénonce tout à l'heure un règlement de compte. Est-ce le cas? Est-ce un règlement de compte? Je ne suis pas dans les secrets de Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passe, mais il y a tout à croire qu'il y a des choses qui se cachent, il y a des choses qui ne se disent pas, il y a des non-dits en politique. Et puis bon, voilà, chacun a son calendrier, a son schéma. C'est ce qui nous inquiète en réalité, parce que si on rentre dans ce genre de conflit, alors que nous sommes déjà dans un conflit auquel nos dirigeants ne parviennent pas à trouver des solutions, je dis, est-ce qu'on va nous embourber encore dans des querelles politiques et politiciennes? Est-ce que c'est l'enjeu aujourd'hui de cette transition? Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, il faut trancher le problème de la corruption. Mais faudrait-il qu'on ait des mécanismes de bonne gouvernance? Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui on a un mécanisme judiciaire qui est bien assis, que Soumaïla soit jugé aujourd'hui ou pas, cette machine va le rattraper même si c'est dans 50 ans. Il n'y a aucun problème. Le procès de Nuremberg, il continue encore. On continue à traquer ceux qui ont tué pendant ces guerres, qui ont fait des violations flagrantes. Donc, c'est des formes où les juristes eux-mêmes veulent nous embarquer dans des petits jeux
de dire que c'est la jurisprudence. Mais quand il y a une loi qui définit clairement les choses, c'est adossé à la Constitution. On ne fait plus appel à la jurisprudence sur la question, elle est traitée. La jurisprudence intervient lorsque la question n'est pas traitée de façon claire. Donc, c'est un petit jeu de juristes. Nous, je pense qu'on ne va pas rentrer dans ce jeu. Ce que nous disons juste, c'est que ce qu'ils sont en train d'amener sur la table aujourd'hui est très dangereux pour le Mali. Parce que... Mais est-ce que ce n'est pas une manière de lutter contre la corruption au Mali? Mais vous allez lutter contre la corruption alors que vous n'avez pas une justice assainie? Alors que vous n'avez pas réglé les problèmes de fond? Avec quelle justice on va dire aujourd'hui on lutte contre la corruption? Mais c'est de quelle justice vous me parlez? Donc en réalité, il y a des réformes profondes à faire. En réalité, ce qu'on dit, mais si on veut parler du droit, c'est ce torpillage dont on parle. Mais qui le fait? C'est encore les magistrats qui conseillent, qui amènent ce qu'on a appelé la charte de la transition. Qui l'a faite? Entériner un certain nombre d'actes qui lui-même trouve que c'est une aberration dans le contexte juridique. On accepte toutes ces choses et on veut rendre la justice. Non, si on est dans une période transitionnelle où on a pris des mesures exceptionnelles, on gère les problèmes exceptionnels et très graves. Maintenant, le reste des problèmes qu'on ne peut pas gérer sur le droit de l'impartialité, de la légalité et de l'équité, mais ça, je pense qu'il faut faire attention. Ce n'est pas pour faire plaisir aux uns et aux autres qu'on va s'embarquer dans une machine qu'on ne contrôle pas. Ça, c'est très dangereux. C'est ça toute l'inquiétude. Aujourd'hui, si on arrive à juger un certain nombre de personnes, qu'ils soient du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, est-ce que ça s'est fait dans les normes? Est-ce que c'est vraiment une justice qui se distribue de façon juste et équitable? Mais nous n'en savons rien. Donc si la justice elle-même est suffisamment bien assainie et qu'on rassure, on communique là-dessus, je pense que les gens auront moins d'inquiétude. L'inquiétude aujourd'hui, c'est que les gens ne comprennent même pas ce qui se passe. On ne nous explique rien, on nous fait juste des effets d'annonce. Pour Boubacar Bokoum, la justice n'est pas assainie, alors que dans son rapport de 2013-2014, le vérificateur général avait noté la disparition de plus de 153 milliards de francs CFA et la dilapidation de plus de 20 milliards de francs CFA dans l'achat de l'aéronef présidentiel et des équipements militaires. Faut-il rester toujours dans ce état de dilapidation des ressources financières? Bon, il ne faut pas rester dans cet état de dilapidation, mais il faut faire les choses comme ça doit se faire. Ce n'est pas en profitant d'une situation qu'on peut régler ces choses-là. Donc si on nous dit qu'il y a une juridiction qui est la haute cour de justice qui doit s'en charger du fait que c'est des ministres, je crois qu'on doit attendre cette haute cour de justice après les élections présidentielles et puis législatives qui sont à venir. Donc maintenant, si ces élections-là vont avoir lieu quand? Bon, la question, elle est là. Elle n'a pas de réponse jusqu'à preuve du contraire. Parce que depuis le 18 août 2020 jusqu'à maintenant, on ne voit rien de consistant ou de clair. Et le procureur craint à ce qu'on dépasse 10 ans sans juger ces crimes-là qu'il appelle crimes. Mais nous n'allons pas faire 10 ans dans cette transition. De toutes les façons, il ne nous reste que quelques mois seulement. 6-7 mois maximum, d'après ce qu'ils ont arrêté. Mahamadou, quelle pourrait être la suite de cette affaire selon vous? Je viens de vous le dire, il y a beaucoup de possibilités. Moi, je ne pense pas que après ce coup-là, que la justice lève demain son mandat de dépôt. Moi, je pense qu'ils vont aller au bout de cette procédure jusqu'au moment où le dossier est prêt à être jugé. Et maintenant, ils vont aviser soit la démarche que j'ai exposée tantôt, sur cette démarche-là, mettre en place un organe juridique au niveau des CNT qui tiendra lieu qui sera en lieu de place de la haute cour de justice, donc pour continuer la procédure. Bon, c'est surtout cette démarche qui me paraît curieusement à ce stade-là. Nous sommes dans une situation exceptionnelle, comme on le sait, nous avons une charte de la transition. Bon, voilà, on l'a accepté. Malheureusement, le peuple l'a accepté dans les termes qui sont la leur. Maintenant, il faut faire avec. Il faut suivre les droits que cette charte sécrète pour les uns et les autres. Moi, je suis à ce niveau-là. On ne peut pas faire abstraction d'une analyse juridique, je suis désolé. Même si politiquement, oui, on est tenté aussi de donner des appréciations.
Moi, je leur laisse cet apanage-là. Je sais que politiquement, les gens verraient ça d'un bon œil, se disant que pour certains, Soumaïlou Boubèye est intouchable. Est-ce à dire que la lutte contre la corruption évolue dans le pays? Voilà, c'est à quoi j'allais en venir. J'ai dit politiquement, voilà, certains pourraient trouver un signe encourageant dans cette interpellation, cette arrestation, en disant que il n'a jamais été inquiété par le passé parce qu'il avait ses amis au pouvoir. Et bien maintenant qu'on est dans une transition, une période exceptionnelle, qu'on a d'autorités nouvelles, et que les autorités sont intéressées à enclencher une vraie lutte contre la corruption, et voilà, il s'est fait épingler, et qu'il y aura d'autres dossiers qui vont être traités de la même manière. Ça va peut-être amener certaines figures politiques, mais aussi certaines associations politiques, la société civile, à commencer à donner un peu plus de foi à ces discours qu'on a toujours entendus de tolérance zéro face à la corruption. Voilà. Mais bon, ça vaut. Boubacar Bokoum, en 2018, la Cour suprême dirigée par Amadou Baiba Akouma a condamné l'État malien à payer des factures et même des dommages et intérêts de plus de 25 milliards de francs CFA à un fournisseur, selon l'ex-procureur qui avait expliqué que ce fournisseur n'avait pas été totalement payé dans l'affaire de l'achat présidentiel et des équipements militaires. Est-ce à dire que la justice malienne joue réellement son rôle? Mais c'est difficile, c'est pourquoi je parle d'assainissement, parce qu'il y a beaucoup de dossiers. Voilà, ça c'est des dossiers visibles, ou c'est sensible, ou c'est de hautes personnalités. Mais les Maliens, ils souffrent dans leur chair par la mauvaise distribution de la justice à un certain niveau. Donc tout ça ramène à dire que est-ce que nous sommes face à réellement à la vraie justice? C'est vrai que politiquement c'est un signal, c'est ce que j'ai compris, c'est un signal pour dire que tolérance zéro pour la corruption. Aujourd'hui, la transition veut se donner bonne image parce qu'en réalité, il faut qu'on se dise les choses en face. Je ne vois pas ce qu'on a résolu. Est-ce que réellement les Maliens veulent qu'on aille vers cette tolérance zéro? Je pense que les Maliens le veulent bien. Alors, mais si on fait ces arrestations-là, est-ce qu'on ne tend pas vers cette tolérance zéro? Non, c'est ce maquillage-là qui nous inquiète. Il ne s'agit pas de dire qu'on a arrêté Soumaïlou Boubèye Maïga et de dire que la corruption est finie au Mali. Mais est-ce qu'il y a toujours un chemin parfait pour y arriver? Non, on ne parle pas de la perfection, on parle d'un mécanisme. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes surpris par cette façon rocambolesque dont les choses se passent. Mais c'est ce que nous disons. Nous n'avons jamais dit. Oui, mais attendez, est-ce qu'on a besoin d'être boosté par la rue pour le faire? C'est ça. La justice, elle doit être indépendante. Et nous n'avons pas l'impression qu'elle l'est. C'est ça notre problème. On ne dit pas qu'elle ne l'est pas. Mais ce n'est pas cette impression qu'on nous donne par la façon de faire les choses. Donc c'est préjugé. Il faut qu'on accepte aussi que nous soyons capables d'apprécier notre justice. Si nous ne sommes pas satisfaits par les résultats, nous le disons. Si la démarche aussi ne nous convient pas, elle peut être légale, elle peut être tout ce que vous voulez. Peut-être que, comme il l'a dit M. Konaté, peut-être qu'il y a de nouveaux éléments nouveaux. Nous n'en savons rien. Peut-être que c'est fondé, ce que le procureur est en train de faire. Nous n'en savons absolument rien. Mais ce que nous disons, c'est que sur l'échiquier politique aujourd'hui, sur là où nous attendons le Mali croix, je ne pense pas que le Mali croix se fasse en occultant les questions fondamentales de sécurité, d'économie et de la réforme de fond qui est une réforme institutionnelle. Il y a 3 axes essentiels sur lesquels nous sommes en train d'attendre la demande du citoyen. Aujourd'hui, vous pensez qu'en arrêtant tous ces malfrats, entre guillemets, que vous avez résolu le problème du Mali en récupérant les 1232 milliards. Vous pensez que vous avez résolu le problème économique du Mali? Je ne le pense pas. Donc il faut des choses essentielles qui puissent permettre... Il faut toujours un début. Mais justement, c'est ce début qui n'a pas été enclenché là où il devrait être. Parce que ce début-là, il se fait sur quelque chose, sur une architecture, sur une vision. Alors, si elle se fait juste par improvisation, parce que nous avons l'impression que ça tombe du ciel,
s'il y avait une démarche cohérente qui était là, personne n'aurait quelque chose à dire. Si nous étions au courant de la procédure qui était en train d'être suivie et qu'il y a eu des interpellations et que c'est le tour de M. Boubé aujourd'hui, mais ok, on ne se poserait pas autant de questions. Mais si nous voyons que pendant très longtemps, ce dossier était pratiquement pour nous, dans nos esprits, presque un dossier clos et que subitement, à la suite d'une sortie médiatique, on se retrouve face à des rebondissements de ce genre, mais on se pose des questions. Mohamed Mamata Touri, est-ce que la justice malienne a-t-elle le moyen et le courage de poursuivre cette lutte contre la corruption? Bon, je dirais que la justice malienne a de la peine à avoir les moyens pour poursuivre cette lutte contre la corruption, du fait que nous avons vu beaucoup d'arrestations où après les gens ont été libérés comme ça, soit sous caution, paiement de caution et autres là. Donc maintenant, le problème n'est pas que... Parce qu'aujourd'hui, il faut commencer par Boubé à nettoyer. Donc, le problème, c'est quoi? Ce n'est pas que Boubé ou bien d'autres personnes, mais les généraux et autres officiers supérieurs de la nation qui sont impliqués dans cette affaire-là. Donc, dès aujourd'hui, il faut qu'eux aussi ils soient interpellés pour être sous mandat de dépôt s'ils sont responsables de la dite, du dit détournement. Donc il faut pas que cette justice, c'est ce qu'on dit à chaque fois, on veut trop parler de cette justice, mais dès que tu parles de la justice et dire une petite faille de cette justice seulement, peut-être tu vas te retrouver avec ceux qui sont là que toi, tu ne dois pas aller. Donc maintenant, le problème est tellement complexe que nous n'avons même plus d'explication à donner à cette justice. Tout le problème que nous vivons aujourd'hui dans ce pays, que ce soit au nord, au centre, au sud, un peu partout, le problème, c'est la mauvaise distribution de la justice. Est-ce qu'en si peu de temps, cette mauvaise distribution-là... Quelles doivent être les solutions envisagées dans les jours à venir pour qu'il y ait une justice équitable? Dans les jours à venir, les solutions qui sont à prendre, c'est juste la réforme, comme l'avait dit M. Bokoum. Il faut réformer la justice. Ce n'est pas comme ça qu'on vient seulement pour essayer de dire qu'on va nettoyer le tout en quelques 2-3 jours ou bien dans 2-3 mois. Donc il y a un travail colossal qu'il faut entreprendre aussi. Mahamadou, on va en deuxième partie de ce débat, toujours dans le domaine de la sécurité. Amnesty International a dévoilé mardi un rapport qui indique que des armes européennes sont utilisées par des groupes djihadistes et d'autodéfense au Sahel. Comment ces armes arrivent entre les mains des groupes djihadistes et des groupes d'autodéfense? C'est moi qui vous pose cette question? Oui. Je ne sais pas. Je n'ai que des hypothèses. Je préfère ne pas me prononcer. Vous ne vous êtes jamais posé ce genre de questions? Mais si, mais je n'ai que des hypothèses. Je n'ai pas assez d'informations pour corroborer telle ou telle hypothèse que j'ai. Ça peut être par le truchement d'une partie des soldats européens qui sont sur notre sol. Et ça peut être une partie des soldats de Mossad. Comment ces djihadistes parviennent à se ravitailler en armes? Mais écoutez, ils ont de l'argent de trafic, ils peuvent acheter les armes avec les trafiquants d'armes. Et puis, parfois, ils achètent des armes avec certains groupes armés qui sont sur notre territoire, qui soient pro-gouvernementaux ou qui travaillent le plus près des forces étrangères. Tout ça, c'est des possibilités. Écoutez, il y a des choses qu'on ne peut pas affirmer à la légère. Donc, je ne peux pas vous dire exactement... Mais est-ce que vous dites des groupes armés d'autodéfense pro-gouvernementales, ils peuvent acheter ces armes avec eux? Est-ce que les groupes d'autodéfense ont le moyen d'avoir ces armes-là fabriquées en Europe? Vous savez, ces groupes armés ont des liens de part et d'autre. Voilà, il y a des passerelles. Il y a des passerelles. Malheureusement, je pense que notre armée est en train de travailler à fermer ces passerelles-là, en tout cas en ce qui la concerne. Mais aussi du côté des forces étrangères, du côté des trafiquants étrangers qui facilement opèrent dans le septentrion de notre pays. Donc je ne peux pas, c'est une question assez délicate. Moi je n'ai pas suffisamment d'informations
Et pour de la vérité, même si j'ai ces informations, ce n'est pas sur votre antenne que je vais le dire, je suis désolé. Boubacar Bokoum, est-ce que pour vous, vous savez comment ces armes-là arrivent aux mains des djihadistes? Écoutez, on ne peut pas dire qu'on le sait parce qu'on n'est pas sur le terrain, on n'est pas acteur. Mais nous avons la capacité de faire cette analyse et de comprendre quels sont les mécanismes éventuellement qui sont utilisés par les uns et les autres. Quels sont ces mécanismes? Nous savons que les services de renseignement des pays qui sont sur notre espace, mais ils travaillent à ça, à la déstabilisation. Nous savons que le chaos est récupéré par le mécanisme du capitalisme. Nous savons que la famille Rothschild, qui fabrique les armes en grande partie et qui a le monopole de l'économie mondiale... Vous le savez, mais est-ce que les autorités le savent? Mais est-ce que les autorités ne sont pas plus enclines à le savoir dès lors que c'est eux qui ont les services de renseignement et les canaux appropriés? Oui, mais il peut y avoir une sorte de forme d'impuissance en réalité, parce que nos États aussi sont confrontés à d'autres difficultés géopolitiques et géostratégiques qui font qu'ils ne font pas le poids, par exemple, à certaines puissances occidentales. Mais quand vous dites des armes européennes circulent, vous voulez que ce soit des armes maliennes qui circulent? Mais depuis quand le Mali fabrique des armes? Depuis quand un pays africain fabrique des armes? Les armes, en grande partie, viennent de l'Europe et notamment de l'Afrique du Sud. Les pays sahéliens vont-ils réagir sur ce rapport d'Amnesty International? Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme réaction? Ils sont le maillon faible du système. C'est ça la triste réalité. Amnesty est dans son rôle de celui qui déclare. Les droits de l'homme, on en parle depuis quand? Amnesty a déclaré combien de fois que les gens sont en train de mourir pour rien? Est-ce que cela a arrêté? Qu'est-ce qui se passe en Afghanistan? Les gens sont en train de mourir comme des mouches. Les gens cherchent à quitter l'Afghanistan. Mais qui a créé tous ces chaos-là? C'est orchestré par qui? Qu'est-ce qui se passe en Syrie? Qui a orchestré tous ces chaos et tous ces désordres? Qu'est-ce qui s'est passé en Libye? Qui a orchestré tous ces désordres-là? Qu'est-ce qui se passe au Mali? Qui a orchestré ces désordres? Mais il faut qu'on arrête. C'est vrai, nous n'avons pas, nous ne sommes pas un bureau d'investigation pour savoir exactement qui fait quoi, mais nous ne sommes pas assez inintelligents aussi pour ne pas comprendre qu'est-ce qui nous arrive. Mohamed Mamata Touré, d'où viennent ces armes-là qui sont utilisées par des groupes djihadistes et des groupes d'autodéfense? Je crois que la question ne va pas avoir de réponse ici, parce que personne n'est sur le terrain, comme beaucoup me l'a dit. Mais à un moment donné, on avait vu nos groupes armés qui venaient de la Libye, qu'ils avaient apporté beaucoup d'armes avec eux. Bon, si c'est toujours le même réseau libyen, ça aussi, c'est autre chose. C'est au service de renseignement de chercher à le savoir. Mais votre association intervient beaucoup dans le centre du pays. Qu'avez-vous entendu sur la provenance de ces armes-là? Bon, rien, je dis, parce que même du côté des Dana Amasago est au centre et est cité dans ce rapport-là. Bon, Dana Amasago peut être cité. Et puis d'autres chasseurs, groupes de chasseurs aussi peuvent être cités, parce que les chasseurs, c'est ce qu'ils disent, s'ils sont en combat avec les djihadistes, les terroristes là, donc les armes qu'ils vont ramasser après eux, donc c'est des butins de guerre. Donc eux, ils prennent ça et ils en profitent aussi. Sinon, eux, ils n'ont pas, en ce que je sache, ils n'ont pas un réseau qui les fournit en armes. Donc le trafic d'armes, comme on le constate même à Bamako, on vient de voir des commissariats de police qui sont en train de mettre la main sur des gens, des Maliens aussi, qui sont en train de faire les trafics d'armes. Donc ça veut dire qu'il y a tout un noyau, tout un réseau qui est là, qui ne parvient pas à être échoué. Mahamadou, comment freiner cette circulation des armes dans le Sahel? Moi, je pense qu'il faut avoir un bon maillage de notre territoire. Il faut sécuriser, travailler à sécuriser nos frontières. Hein. C'est le b.a.-ba, c'est le début de tout, c'est le commencement des mesures à adopter pour juguler cette situation. Et nous sommes vraiment très loin pour l'instant de cet objectif-là. Donc il faut être réaliste, j'ai envie de dire. Mais d'ici là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut effectivement renforcer les moyens d'investigation de nos services de sécurité, et travailler à couper les liens ou du moins à les affaiblir entre les groupes armés terroristes et les forces qui doivent contrôler ces entrées-là. C'est ce que j'entends vous dire. C'est à l'État, les services de sécurité de l'État, de travailler, d'identifier ces nœuds-là et de travailler à les dissoudre. Donc en affaiblissant ces liens avec les sources de ravitaillement. Ça peut être des sources extérieures, ça peut être des sources intérieures. Alors, quelles qu'elles soient, en fait, c'est vraiment une des priorités, c'est d'amener les investigations de nécessaires pour détruire
rétablir ces liens-là. Ça, c'est extrêmement important à faire. Et je pense qu'une autre mesure qu'il peut prendre, c'est améliorer, bien sûr, la formation de nos propres forces de sécurité, mais aussi améliorer leur équipement en termes militaires pour pouvoir initier des offensives contre les postes de repli de ces groupes terroristes et espérer récupérer le maximum d'armements à leur disposition. Bon, entre autres, voilà ce qui peut être fait. Mais là, je répète encore une fois, j'imagine, la priorité, c'est d'abord sécuriser le travail à sécuriser nos frontières, et puis faire un travail de renseignement pour couper les liens entre ces groupes terroristes et les sous-directement en armes. Boubacar Bokoum, est-ce que les pays sahéliens parviendront-ils un jour à freiner la circulation de ces armes-là? Techniquement, c'est impossible parce que les pays sahéliens auxquels vous faites allusion, il s'agit des 5 pays du G5 Sahel. C'est de ça que vous parlez. Alors qu'en réalité, quand vous observez, le Sahel, ce n'est pas que 5 pays. Mais à quoi sert la sécurisation des frontières alors on ne peut pas sécuriser les frontières tant que c'est secondaire. C'est vrai, ce que mon frère vient de dire, je suis entièrement d'accord avec lui. Mais cela vient a posteriori. D'abord, il faut qu'on finisse cette guerre, qu'on sécurise le pays, et ensuite, ces mesures interviennent. Ça veut dire désarmer, démobiliser, sécuriser les frontières, prendre toutes ces mesures et aider l'armée à mieux s'organiser. Mais faudrait-il d'abord que le pays puisse exister? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est sûr, nous ne contrôlons pas les 2/3 de notre pays. Donc, tout ça, quand vous ne sécurisez pas les populations, vous ne demandez pas à ces populations d'être désarmées. Au contraire, le mécanisme pour astreindre ces gens à arrêter, c'est au contraire de les armer, ou qu'eux-mêmes trouvent les moyens pour s'armer, parce qu'ils sont en guerre, parce qu'ils sont en insécurité. Donc pendant qu'ils sont en insécurité et qu'ils sont en train de chercher des armes pour se défendre, pendant que l'État est absent, on ne peut pas le dire que les armes ne circuleront pas, ce n'est pas possible. D'abord, la première des choses, c'est de faire en sorte que l'État puisse exister. Ça, c'est la mission essentielle de notre État. Maintenant, les mesures d'accompagnement qu'il faut amener après, le désarmement peut être là, les partenaires peuvent nous aider à mieux circonscrire ce mouvement des armes sur notre espace, mais tout ça, il faudrait d'abord qu'on ait un État. Aujourd'hui, vous avez 2/3 que vous ne contrôlez pas, les narcotrafiquants, ils circulent comme ils veulent, c'est un territoire conquis, ils font le ravitaillement comme ils veulent, ils se font de l'argent comme ils veulent, et ils commandent les armes comme ils veulent. Donc, c'est compliqué dans ces conditions de dire aux populations civiles, ce qu'on appelle les milices, de ne pas aussi chercher leurs petits créneaux pour trouver des moyens de riposter à cette forme d'agression. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, fondamentalement, je pense qu'il faut d'abord se battre pour qu'il y ait un État. Pour qu'il y ait un État aujourd'hui, cette guerre, il faut la faire, et que nos partenaires s'impliquent réellement à réellement faire cette guerre, qu'on arrête de tricher, qu'on soit clairement avec un schéma où on a carte sur table, un mécanisme dans lequel, aujourd'hui, le chapitre 7 et le chapitre 9 des Nations Unies, il faut le révisiter avec une bonne initiative de l'État du Mali. Et cela permettrait effectivement, les mesures secondaires qu'on va prendre puissent avoir des effets. Qu'on arrête de tricher, qu'on fasse la guerre, est-ce que nos pays ont le moyen de faire face à cette guerre? Nos pays n'ont pas les moyens de faire face à cette guerre, mais tout dépend de la volonté des autorités. Comment? C'est tout. Il faut qu'ils s'assument, c'est tout. S'assumer en quoi? S'assumer en prenant leurs responsabilités en main. Ils sont là pour quelque chose. Donc c'est à eux de décider de s'assumer et de montrer au monde que nous sommes là pour la sécurisation, pour le bien-être de la population, et il faut que nous le fassions au prix de notre vie. Parce qu'ils ont prêté serment pour ça. Donc personne d'autre ne le fera à leur place. Les autorités de la transition pourront-elles relever ce défi-là? Bon, s'ils se mettent au travail, s'ils font face au travail, ils pourront le faire. Mahamadou, est-ce que les autorités, on me dit qu'il n'est plus en ligne, est-ce que les autorités, pour vous, pourront-elles relever ce défi? Non, c'est très facile, M. Imran. C'est très facile de résoudre cette équation. Ça veut dire que nous avons un système de collaboration avec nos partenaires occidentaux qui n'est pas bien défini et qui se fait au détriment de la sécurité du Mali. C'est ça la triste réalité. Aujourd'hui, comme il l'a dit, si nos autorités prennent leurs responsabilités d'amener sur la table de négociation le vrai schéma, ils se mettront d'accord sur comment financer ce genre d'opération, sur comment endiguer le terrorisme. Et les mécanismes, ils sont connus. La coopération militaire mondiale, elle est connue. Mais sous le chapitre de la MINUSMA tel que nous l'avons,
ils ne sont pas là pour faire la guerre, parce que le mandat de ces structures aujourd'hui ne permettent pas de finir le terrorisme, de faire la guerre. Donc il faut que le Mali s'inscrive à aller faire la guerre, et les partenaires qui seront prêts à faire la guerre avec nous, on le fait. Ça va coûter ce que ça va coûter, mais on va livrer notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Livrer notre pays, c'est sur ces mots que prend fin ce grand dialogue qui réfléchissait sur les arrestations de Soumeylou Boubèye Maïga et Fili Sissoko. À quoi s'attendre pour la suite? Et nos invités étaient Mohamed Mamata Touré, président de l'association Anko Mali, Boubacar Bokoum, spécialiste des questions de défense et de sécurité, Dr Mahamadou Konaté, directeur général du Conseil d'Onko pour la gouvernance et la sécurité. À la présentation, je suis Imrana Kilo Maïga. Ce débat a été coordonné par Mohamedou Touré, à la régie vidéo Mamadi Keita et à la mise en onde est assurée par Seydou Adao. À demain pour un autre débat. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.